Le TP numéro 1 porte sur l'étude d'un bouclier antiradiation utilisé dans une centrale nucléaire. C'est un TP qui est suffisamment complexe pour qu'on ait besoin de faire des éléments finis pour résoudre la solution, mais suffisamment simple pour qu'on puisse être capable d'utiliser l'interface textuelle de Nastran sans avoir à utiliser l'interface graphique pour utiliser les commandes. Nous avons choisi ce TP parce qu'il permet justement d'y aller progressivement dans l'application des commandes Nastran qu'on verra en classe. C'est un cas réel qui a été traité vers la fin des années 1980 par le professeur qui, moi, m'a enseigné les éléments finis à la fin du dernier millénaire. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va regarder ensemble quelques éléments qui nous aident à comprendre le problème. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est une structure qui se trouve à l'intérieur de la centrale nucléaire de Pickering, en Ontario, et principalement quelque chose qui sert à protéger des robots qui vont faire quelques opérations dans la centrale nucléaire. Donc, dans la centrale nucléaire, vous avez ici le réacteur, qui est en fait un assemblage de grappes d'uranium combustible qui va générer de la chaleur par la réaction en chaîne. Ce qui va se passer, c'est que de l'eau va passer au travers de ce réacteur, va être chauffée, va être amenée à ébullition jusqu'à des endroits où on va générer la vapeur qui va ensuite faire fonctionner des alternateurs pour générer de l'électricité. Donc, on a ici un autre schéma de la centrale nucléaire où on voit ici donc les chemins de l'eau qui passent dans le réacteur pour être ensuite acheminés aux endroits où on va générer de la vapeur et par la suite faire opérer la centrale, les alternateurs pour générer l'électricité. Vous avez ici un schéma du réacteur lors de sa construction. Donc, on voit bien l'emplacement de toutes les barres de combustible. Et une particularité, justement, c'est que ces barres sont combustibles. Après un certain temps, elles vont être complètement épuisées et elles doivent être changées. Ce n'est pas possible d'arrêter un réacteur nucléaire. Ça coûte très cher et c'est évidemment très dangereux pour l'humain. Et par conséquent, ce ne sont pas des humains qui vont faire les opérations à l'intérieur, mais bien des robots qui vont venir sortir les grappes du réacteur et remplacer par de nouvelles grappes pour continuer la réaction en chaîne et garder le réacteur en opération. Donc, cela est fait grâce à des robots. Donc, vous voyez ici donc une cavité qui se trouve à cet endroit ici. Donc, en mode d'opération normale, le robot se trouve caché dans la cavité pour que l'électronique et tous les systèmes ne soient pas affectés par la radiation. Et lorsqu'il est en service, le robot se lève, vient sortir une grappe, la dépose à un autre endroit et vient la changer par une autre grappe. Donc, lorsqu'on est en mode de fonctionnement normal, le robot est caché dans l'enceinte qui se trouve ici et il est recouvert d'une structure qu'on va appeler le bouclier anti-radiation pour protéger justement ce dernier des radiations. Donc, vous avez ici un autre schéma qui montre le changement du combustible à l'intérieur du robot. Donc, vous voyez la cuve ici, vous voyez le robot qui va se promener de haut en bas pour venir changer les différentes grappes à l'intérieur du réacteur. Donc, vous avez une autre vue ici de schéma de la structure où on voit ici les robots qui sont placés ici pour venir changer les grappes et le bouclier anti-radiation qui se trouve à cet endroit-ci. Donc, quand le robot a fini son travail, il se place à un endroit et il est recouvert par un bouclier anti-radiation dont la principale caractéristique est de protéger le robot des radiations. Donc, ce n'est pas une structure qui va supporter des grandes charges, mais on s'attend à ce qu'elle soit infaillible. C'est-à-dire que pendant toute la vie de la centrale, on ne veut pas avoir à faire de maintenance sur cette pièce-là, parce qu'évidemment, elle va être irradiée et ça serait dangereux pour les opérateurs. Donc, comment est construit le bouclier anti-radiation? Donc, c'est une structure, somme toute, très simple, avec des montants, avec des poutres ici en acier, montées sur des roues, et par-dessus lequel on retrouve 4 dalles de béton qui servent, elles, de bouclier anti-radiation. Donc, on va avoir une structure, principalement ici, avec des poutres très rigides à cet endroit-là, des dalles de béton qui vont exercer une force verticale. Et ce qui va se passer, grosso modo, c'est que toute cette partie ici va fléchir. Donc, on aura un déplacement dans la direction des Z. Donc, si je mets ici un axe X là, et si je mets un axe Y ici, j'ai mon axe des Z vertical ici. Donc, ce qui va se passer sur ce montage, c'est que
toutes les dalles vont faire un moment de torsion autour de l'axe des X et ça va induire de la flexion des poutres qui sont ici. Donc, on aura de la flexion ici autour de l'axe des X et sur toute la longueur ici, on aura aussi de la flexion autour de l'axe des Y. Donc, cette structure va fléchir de cette manière et fléchir aussi dans l'autre plan. Donc, on va se trouver à avoir de la flexion dans deux plans. Dans la structure aussi, certaines poutres, pour certaines poutres, on a coulé du béton aussi à l'intérieur des profilés. Donc, on a des poutres qui, à la fois, ont un rôle mécanique, mais qui ont elles-mêmes un poids non structural dont on doit tenir compte dans les calculs par élément fini. Dans le problème qui nous intéresse, on remarque que la structure est symétrique, c'est-à-dire qu'on a un plan de symétrie ici où si on fait une coupe virtuelle, on va se retrouver avec la même structure à gauche et à droite. Cela fait en sorte que le maillage par élément fini qu'on va faire de ce problème-là, c'est le suivant. Donc, on va faire un maillage de uniquement la moitié de la situation, du problème, et au plan de symétrie, on devra imposer des conditions rives qu'on verra un peu plus tard dans le trimestre. Donc, ce que j'ai représenté ici sur le graphe, sur ce dessin, ce sont les nœuds de ma structure, ainsi que les différents endroits où on retrouve les éléments finis. Donc, on suit la même nomenclature que dans la classe. Donc, on note par des chiffres les numéros des nœuds et par des chiffres encerclés les numéros des éléments. On a un système d'axes X et Y qui nous permet de définir la structure. Et d'une équipe à l'autre, dans la réalisation de ce TP, vous allez avoir des dimensions qui vont être différentes pour les longueurs L1 et L2 qu'on retrouve ici, de sorte à ce que chaque équipe aura une flèche qui sera différente. Et ce qui nous intéresse dans le problème, encore une fois, c'est de calculer la flèche maximale dans cette structure. Si on réfléchit un peu au problème, on voit qu'on aura des forces qui vont sortir du plan, donc qui vont sortir du plan ou qui vont entrer dans le plan qui sont ici. Donc, ces forces-là vont conduire à un déplacement dans la direction des Z négatifs, donc de la flexion dans la structure. Donc, en réfléchissant un peu, on va se rendre compte que le point où la flexion sera maximale sera le nœud 27. En effet, sur la poutre qui est ici, on aura de la flexion globale autour de l'axe des X. Et sur la poutre qui se trouve ici, on aura de la flexion globale qui sera autour de l'axe des Y. Donc, le point 27 sera le point où on aura à la fois la flexion maximale autour de X et la flexion maximale autour de Y. Maintenant, si on s'intéresse au chargement de cette structure, donc chaque dalle de béton a un poids de 52 kN et ce poids-là ici, comme on est en élément fini, comme il n'y a pas de surface, on doit venir le répartir sur les nœuds. Et l'hypothèse que l'on fait ici, c'est que le 52 kN va être réparti sur 4 nœuds, ou l'équivalent de 4 nœuds. Donc, 13 kN ici, 13 kN ici, 13 kN à cet endroit. Ici, un 13 kN qui va être séparé en 2 nœuds. Mais comme on a ici l'autre dalle qui envoie aussi 13 kN séparés sur 2 nœuds, on va se retrouver avec 13 kN sur les nœuds ici, 13 kN là, et ici, puisqu'on se trouve au plan de symétrie, on a mis 6,5 kN. Donc, on expliquera un peu plus tard d'où vient, pourquoi on a mis 6,5 et non 13 kN lorsqu'on abordera les questions des conditions rives de symétrie. On remarque aussi que sur le bouclier anti-radiation, si on regarde les plans initiaux, on avait des poutres qui se trouvaient à cet endroit ici pour venir soutenir les dalles. Si on regarde le schéma, on a ici des poutres qui se trouvent sur notre structure pour venir soutenir les dalles. Dans notre modélisation par élément fini, on a fait le choix de ne pas modéliser ces éléments de poutres-là parce que on fait l'hypothèse ici que ces poutres-là sont d'une dimension très inférieure à celle des autres poutres dans la structure, donc on va les négliger. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Dans les faits, oui, parce que si on néglige certains éléments, donc on va arriver à une situation qui va être conservatrice. En effet, si j'enlève des éléments, donc j'enlève de la rigidité à mon système, ce qui va faire en sorte que, toute chose étant égale, la flèche au numéro 27 devrait être plus grande avec ma structure qui contient moins d'éléments finis, donc j'obtiendrai ici une réponse conservatrice que je pourrais rendre à mon client. L'autre chose ici qu'on remarque, c'est que tout au long de la structure, ici en surligné en gris,
on se trouve avec du béton qui est coulé à l'intérieur des profilés qui définissent la structure. Donc, on a ici aussi une charge morte qui participe à la flèche de la structure. Maintenant, si on s'intéresse de plus près au chargement qui est imposé sur la structure, donc grosso modo, ce qu'on aura, donc on aura ici le béton lourd qui est, lui, à l'intérieur d'une poutre. Donc ça ici, c'est un profilé. J'ai du béton lourd à l'intérieur d'un profilé et j'ai aussi à cet endroit une cornière qui va venir supporter la dalle de béton là, qui serait dessinée à cet endroit. Dans notre modèle d'éléments finis, les nœuds se trouvent toujours au centroïde des poutres. Donc ce qu'on va faire, c'est que le poids de la dalle de béton, on va le transférer au nœud ici. Donc on aura un moment qui est équivalent ici à la force fois le bras de levier et on aura aussi la force qui correspond au poids de la dalle qui va se rajouter à cet endroit. Donc dans tout le modèle, à tous les nœuds de la structure où il y a un chargement, on va se retrouver avec un moment qui vient en fait du fait qu'on transfère la charge équivalente de la dalle de béton sur le nœud de la poutre et ainsi qu'une force équivalente qui correspond au poids de la dalle qui est encore une fois dans la direction des Z négatifs. Donc, ceci termine l'introduction au TP numéro 1. Vous aurez d'autres capsules qui vont présenter les différentes analyses qu'on va réaliser pour ce TP-là tout au long du trimestre.